bienvenue sur Médien TV. C'est l'une des réformes phares dont la concrétisation déterminera la réussite de nombreuses autres stratégies au Maroc. Il s'agit de la réforme du secteur de la santé, indispensable à la réussite du chantier de la généralisation de la protection sociale, par exemple. Devant le Parlement avant-hier, le chef du gouvernement, Aziz Akhanouch, a listé les grandes lignes de ce projet majeur, couvrant aussi bien les aspects professionnels que ceux relatifs à la formation. Comment concrétiser cette réforme et surtout les moyens d'y parvenir? Nous en parlons avec notre invité. Il s'agit du professeur Youssef El Fakir, expert en politique de santé et auteur principal du livre « Un plaidoyer pour une réforme du système de santé au Maroc ». Bonjour à vous, docteur. Bonjour à vous. Merci de m'inviter. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme je le disais, le chef du gouvernement Aziz Akhanouch a lissé les grands axes de cette stratégie de réforme, ou en tout cas de ce grand chantier de réforme du secteur de la santé. Selon vous, est-ce qu'aujourd'hui les ingrédients sont réunis pour réussir cette réforme? J'espère que oui, dans tous les cas, il y a une volonté souveraine qui veut que la santé soit une des priorités de l'ensemble de l'action gouvernementale. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que pour une fois, il y a eu un audit, me semble-t-il, et surtout, ils sont en train de revoir un petit peu l'organigramme du ministère de la Santé, mais aussi de la gestion de la santé de façon transversale. Pendant plusieurs années, on changeait des personnes et des noms au sein même du ministère de la Santé. On a compris que finalement, le ministère de la Santé doit se réinventer une nouvelle fonction, celle d'être régalien. Je pense que c'est ce qui est en cours d'être effectué, et surtout de créer d'autres agences qui ne soient pas en charge de la production de soins, mais surtout d'une production de l'intellect dans le côté scientifique, dans le côté médical, par rapport aux références thérapeutiques, par rapport aux orientations politiques de santé, que ce soit local ou régional, mais surtout aussi et surtout par rapport à la gestion locale et régionale de la santé, qui ne peut en aucun cas être tributaire d'une vision nationale, puisque on le sait par plusieurs études qu'il y a des particularités épidémiologiques locales et régionales dont il faut prendre soin. Alors, lors de son adresse, le chef du gouvernement a listé quand même de grandes structures qui doivent voir le jour, l'Haute Autorité de la Santé, entre autres. On parle de l'Agence du médicament. Alors, selon vous aujourd'hui, et l'enjeu c'est là surtout dans le public, comment améliorer surtout cette offre de santé dans le secteur public? Voyez-vous, je suis un petit peu froissé à chaque fois que j'entends le terme de santé publique. Me semble-t-il, le terme de public a été retiré du dictionnaire national depuis 2003-2005. Il n'y a qu'une seule santé. Je ne vois pas de santé publique et privée. Il y a des secteurs de soins qui peuvent être publics, privés, militaires ou fondations, mais la santé n'est qu'une et une seule. Et encore une fois, un patient, vous comme moi, comme toute la population, quand on a une pathologie, quelle qu'elle soit, bénigne ou un peu plus avancée, on peut faire un peu le tour entre un avis de spécialiste dans un secteur public, puis une intervention dans un secteur libéral, des bilans biologiques dans un secteur militaire ou fondation. Donc finalement, cette frontière n'existe pas. Et en vous répondant à votre question, mais aussi en écoutant Monsieur le chef du gouvernement, on parle encore d'offres de soins publics. Or, l'idée, on sait actuellement que 75% pratiquement, voire plus, de l'offre de santé est proposée, est produite par le secteur public. Donc, il faut qu'il soit intégré dans l'offre de soins. Et il faut que cette division publique-privée n'ait plus lieu d'être, au profit d'un bon parcours de soins du patient. Et voilà. Donc, je ne peux pas répondre sur le secteur public parce que, voilà, pour moi, il n'y a qu'une seule santé et il va falloir travailler sur l'offre de soins, surtout le parcours de soins dont on n'a pas encore parlé. D'ailleurs, même quand on entend ce qui a été dit par M. le chef du gouvernement,
plusieurs fois, il rappelle, Monsieur le ministre aussi, de la Santé, il rappelle aussi des actes de santé dans le secteur public. Je pense que là, par contre, autant on a compris qu'il y a besoin d'avoir des agences et des autorités pour gérer la chose publique en matière de soins, autant on continue encore à focaliser sur la santé publique, ce qui est bien, mais c'est la santé tout court, pas publique. Alors, oui, la santé tout court, mais on sent quand même cette différence entre celui qui s'adresse aux établissements publics à celui qui s'adresse aux professionnels qui sont dans le privé. Je fais référence soit aux structures hospitalières dans le privé ou dans les simples cabinets médicaux. À ce niveau, on sent cette différence-là. Comment faire en sorte que ces établissements gérés directement par le ministère de la Santé renforcent leur niveau, parce qu'il y a pas mal de chantiers aujourd'hui qui, comme on le disait tout à l'heure, dépendent de ces établissements, à savoir, par exemple, la généralisation de la protection sociale. Aujourd'hui, comment rehausser les niveaux à ce niveau-là? Bon, à mon avis, on repose la question autrement. Quelle est la finalité? Que le secteur public fasse mieux que le privé? Je ne pense pas qu'il s'agit d'un combat à ce niveau-là. La finalité, c'est de rendre fier le citoyen marocain du système de santé qu'on lui propose. Ça veut dire proposer une offre de soins au secteur, aux citoyens tout court, quel qu'il soit, son niveau, quelle que soit sa région. Donc c'est ça la finalité finalement. Bon, on est fort d'une vision royale qui fait que la couverture médicale généralisée doit avoir lieu fin d'année, en début de 2023. Donc finalement, on ne doit plus avoir cette question de public-privé puisque chaque citoyen de ce royaume chérifien aura le droit d'avoir une couverture médicale. Donc finalement, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne une carte qui lui permet d'avoir une offre de soins. La question, c'est que où va-t-il chercher cette offre de soins? En public ou en privé? Ça, c'est le travail de l'agence, c'est le travail du ministère de la Santé, ça veut dire le travail des collectivités, le travail des élus, le travail du Conseil national de l'ordre des médecins et d'autres ministères. Parce qu'encore une fois, on confond santé et soins. Pour cette fois-ci, on est en train de parler de soins. Il y a besoin de faire... moi, je prends toujours l'exemple du tourisme. Quand on donne quelqu'un une prise en charge pour un hôtel, on lui donne un voucher. Et quand on lui donne, on sait exactement là où il va, comment il va être géré. Et c'est ce qu'il faut exactement pour le côté de soins par rapport à la prise en charge du citoyen, quel que soit un peu le niveau, la région où il habite. En tout cas, c'est important à souligner. Il y a un autre point qui est important aussi, à savoir l'offre de soins, mais aussi l'augmentation des métiers, ou plutôt des étudiants qui suivent les métiers dans le domaine de la santé. À ce niveau-là, par rapport aux besoins aujourd'hui qui sont exprimés dans ce secteur-là, selon vous, quelles devraient être les ambitions? Allez, toucher un petit mot parce que je pense que surtout par rapport aux ressources humaines, en offre de soins. Exactement. Bon. Alors ça, c'est un problème qui malheureusement ne peut pas être géré directement par une approche financière ou budgétaire pure. La formation du personnel en général, que ce soit technique ou médical, demande plusieurs années. Une moyenne de 10 à 12 ans pour un médecin spécialiste et encore une dizaine, voire une vingtaine d'années de plus pour qu'il acquiert une spécialité et une expertise. Force est de constater qu'il y a eu une ouverture du gouvernement pour des secteurs, pour la formation, pour l'accréditation d'universités privées pour le côté médical, celle qui a été annoncée il y a un mois et demi pour deux universités. Sauf que le temps n'est pas en notre faveur, on ne peut pas former 20-30% de médecins en plus, parce qu'il ne s'agit pas de former, il faut les former, bien les former, mais surtout éviter qu'ils partent à l'étranger. Enfin, éviter qu'ils partent, non, c'est leur droit, mais faire de telle sorte qu'ils restent chez nous. Or, cette équation n'est pas encore résolue. Donc la production est bonne, mais on est en train de produire d'excellents profils, mais là, malheureusement, pour l'export. Ce qu'on dit pour la médecine,
on pourrait le dire pour le côté biologie, enfin pour le côté technique, mais on le dirait aussi pour le côté ingénierie et d'autres. Donc il va falloir qu'on soit attrayant pour nos enfants, c'est le plus important. Et il y a besoin de former les gens, ça c'est fondamental, mais il y a aussi besoin, pour avoir une formation de qualité et en nombre, il va falloir s'ouvrir à des formateurs. Or, au jour d'aujourd'hui, la formation est limitée en dehors de deux universités que vous avez citées, enfin, auxquelles vous pensiez. L'ouverture, enfin, la formation se limite uniquement aux facultés publiques. Or, on sait exactement qu'il y a dans ces facultés publiques des gens de très haut niveau, très motivés, sauf qu'ils ne sont pas en nombre suffisant, avec un nombre de départs, etc. Donc, il va falloir s'ouvrir à la formation. Et donc, l'agence qui serait en charge de ce qu'ils ont appelé la HARIS, l'agence, la haute autorité régionale, enfin de régulation et d'intégration de santé, serait à même de produire un petit peu une vision de la formation. Et ça, c'est un domaine fondamental. La formation doit s'ouvrir à d'autres secteurs. Et je pense aussi au secteur privé, parce que je n'ai pas les chiffres en tête, mais au-delà de 70% sont des gens qui viennent du public. Donc finalement, c'est des gens qui ont formé dans leur vie antérieure, que ce soit dans l'université, que ce soit en présentiel, ce qu'on appelle des maîtres de stage, et qui ont toutes les capacités, les compétences pour accompagner, que ce soit dans la formation de base, que ce soit dans la formation continue. Et ce qui me chagrine un petit peu dans cette vision-là, qui est à applaudir à tous les points, sauf un seul, c'est que le secteur libéral, encore une fois, que ce soit en matière de formation, en matière de production de soins, n'a pas été informé et échangé. Donc on est en train de travailler sur un organigramme et surtout on va mettre en place une méthodologie qui n'a pas été préalablement discutée avec les acteurs de soins. Parce qu'il s'agit encore une fois d'une vision royale, mais surtout d'une mise en place nationale qui devrait, à mon sens, engager l'ensemble des acteurs de soins et pas uniquement publics. Ça, c'est juste, il faut le bannir ce terme de notre culture en parlant de santé. Il n'y a qu'une seule santé. Il faut que tout le monde soit intégré, que tout le monde soit engagé et que le seul leitmotiv soit celui du bien-être du citoyen. Alors, peut-être c'est un autre point aussi important aujourd'hui qui, on voit en tout cas, suscite pas mal de débats, c'est l'appel et l'inclusion. On en avait parlé avec vous peut-être ici, il y a de cela quelque temps. C'est l'inclusion ou la possibilité pour les médecins étrangers d'exercer. Ne pensez-vous pas que réellement c'est un coup de pouce vu les besoins aujourd'hui du secteur ? J'ose espérer, sûrement. Le seul problème, c'est que je vous informe que depuis que la loi a été votée, 665 Marocains médecins ont quitté le pays et seulement 48 étrangers ont présenté leur demande au Conseil national de l'ordre, dont des collègues africains. Je pense qu'il y a eu le Sénégal, la Tunisie, l'Égypte, peut-être, voilà, si je ne me trompe pas. Donc finalement, voilà, la tendance est inversée. Donc on ouvre la porte et on ouvre grand les deux portails et on entrevoit une entrée par une petite fenêtre de quelques personnes. Voilà, donc arithmétiquement, on est perdant, 680 de départ, de perdu contre 48 de récupérer. Voilà, donc il va falloir se poser des questions. Deuxièmement, on a eu des gens dont on ne connaît pas un peu le parcours. C'est pas des gens qui ont été des experts dans leur domaine et qui veulent apporter leur savoir-faire au Maroc. Non, on a des gens qui sont toutes hommes bien formés, ils ont leur diplôme, donc il n'y a pas de souci, et qui ne font pas de différence significative par rapport à la formation que nos éléments ont ici localement, qui sont très demandés ailleurs. Donc voilà, je pense que c'est bien d'avoir des compétences, on est ouvert à ça. Maintenant, il faut se poser les bonnes questions. Les bonnes compétences, oui. Il faut avoir des gens qui viennent avec leur savoir-faire et surtout avec leur expertise. On en a besoin. Et là, probablement, il va falloir aussi intégrer très rapidement la télémédecine dans l'offre de soins. Mais
qu'elle soit bien réfléchie et, en amont pour qu'il n'y ait pas de débord plutôt commercial au profit du côté médical. Pour autant, je regrette qu'il y a encore plus de départs de nos compatriotes par rapport à ceux qui viennent. Et il y a besoin de ce... C'est des informations en tout cas importantes. Je retiens le chiffre, si je ne me trompe pas. On parle de 600 départs et environ une cinquantaine de demandes d'exercer. Alors, une dernière question, professeur El Fakhir. C'est aujourd'hui quelle collaboration il est possible de faire entre secteur public et secteur privé? Je sais que vous récusez ce terme-là, mais disons praticiens ou en tout cas professionnels du secteur exerçant dans le privé et ceux du public pour qu'il y ait une inclusion globale, parce qu'à vous entendre parler, c'est comme s'il y a une partie qui n'est pas vraiment inclue. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour une inclusion entre les deux parties? Assez rapidement. Oui, assez rapidement. D'abord, je répète, je suis un pur produit du public, je suis en privé par accident, comme bon nombre de mes collègues. Deuxièmement, je trouve que j'ai toujours plaidé pour le partenariat public-privé. J'ai changé d'avis, puisque quand on parle de partenariat public-privé, il y a automatiquement une offre et une demande. Et quand on fait de l'offre et demande, il y a des soubassements d'ordre conflit d'intérêts ou financier. Il me semble-t-il. La seule chose, il n'y a pas besoin de faire un partenariat en public-privé, il faut faire une offre de soins en amont et un parcours de soins. Et un patient marocain, un citoyen marocain, qui dispose d'une carte et il sait exactement quand il est malade, voilà le premier relais, le deuxième, le troisième relais, indépendamment du secteur où le relais existe. Et c'est ça, c'est-à-dire il faut que l'État, il faut que les agences ainsi créées le ministère soit le super gendarme et c'est lui qui coordonne ce qu'on appelle ce parcours de soins au profit du respect du référentiel thérapeutique, au profit du respect des bonnes conduites thérapeutiques et diagnostiques dans le domaine de la médecine au Maroc, indépendamment des secteurs. Et donc, finalement, les secteurs vont collaborer. Et le secteur public, pour ne pas parler du secteur public dans le CHU, le CHU, c'est la mère fondatrice de toute la médecine au Maroc. Ils doivent rester, mais ils ne doivent pas faire de la bobologie, c'est-à-dire qu'ils doivent faire de la médecine de haute pointe et le privé travailler en partenariat à ça. Mais, encore une fois, mettons le patient au centre de soins. Merci à vous, professeur Youssef El Fakhir. Je rappelle que vous êtes expert en politique de santé et auteur principal du livre « Un plaidoyer pour une réforme du système de santé au Maroc ». Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programmes sur Média TV.